Alors, on va reprendre ensuite tout ce qui est stratégie d'entreprise. Stratégie d'entreprise, alors il y a des choses que certains d'entre vous ont vues déjà, hein, mais je me suis aperçue qu'en fait, ce n'était pas inutile de les revoir, parce que parfois, ça avait beau être vu, c'était un petit peu flou. Donc, il y a par exemple le cycle de vie du produit. Vous avez déjà vu ça, le cycle de vie du produit? Non? Oui? Non? Oui. Bon, alors, le cycle de vie du produit, donc là, on en a un. On a en abscisse le temps et en ordonnée, on a les ventes. Ça, c'est un cycle du produit quand ça se passe comment? Quand ça se passe bien. Hein. Donc, le lancement du produit a lieu là, les ventes montent, mais parfois, ça se passe mal, les ventes retombent. Hein. Donc ça, c'est un cycle du produit où ça se passe bien. Donc, les ventes montent, ça se développe, phase de lancement, phase de développement, et puis là, on atteint un plafond, ce qu'on appelle la maturité. Pourquoi on atteint un plafond? Parce que le marché est saturé, parfois pour une autre raison. La concurrence vous a dépassé? Voilà, ou dépassé où elle est arrivée. Hein. Parfois la concurrence, les concurrents ont vu que effectivement vous aviez trouvé un segment de marché intéressant, donc généralement quand on trouve quelque chose d'intéressant, il y en a d'autres qui s'en aperçoivent, et donc les concurrents sont arrivés, et du coup le marché, peut-être que le marché total est plus important, mais là il faut commencer à le partager. Et donc, bon, alors ça peut être aussi que vous avez satisfait tous les besoins, tous les clients du segment. Ceci dit, bon, il y a aussi l'international, ensuite, le monde est grand, et en fait, parfois, il ne faut pas penser seulement qu'au niveau du marché national. Après, on voit qu'on arrive à un déclin. Pourquoi on arrive à un déclin? Donc, les ventes baissent. On n'a pas assez innové, il faudrait oui. innover. Faudrait effectivement pousser le produit plus loin au niveau innovation. Donc, peut-être que votre produit est devenu obsolète. Hein, donc, le besoin a disparu. Peut-être qu'il y a trop de concurrence. Hein, il y a beaucoup de concurrence. Et puis, certains concurrents sont meilleurs que vous. Donc, vous êtes dépassé par les concurrents. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'on arrive à un déclin. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Du point de vue de la rentabilité, ici, avant le lancement du produit, on a commencé à dépenser de l'argent. Là, on n'en dépense même pas beaucoup. On a commencé à dépenser de l'argent pour faire de la recherche, la recherche et le développement sur le produit, et puis après, tous les investissements, éventuellement des investissements en équipement, et puis des investissements commerciaux, éventuellement envoyer des commerciaux des marchés, ou alors faire de la publicité. Donc ici, on perd de l'argent. Quand on lance le produit, si on a des ventes, si on a la chance d'avoir des ventes, on va commencer à en perdre moins, hein, jusqu'au moment où on en gagne. Donc ça, c'est la courbe de profit de votre produit. Donc en fait, la période la plus rentable, souvent, c'est celle-là, parce qu'on est en termes de conquête du marché, il n'y a pas de concurrents, et donc souvent on peut être cher, on peut avoir de bonnes marges dans cette période-là de développement des ventes. Après, quand commencent à arriver des concurrents, là on a les coudées moins franches pour maintenir des prix élevés. Quand le marché est saturé, c'est pareil, hein, on a besoin de stimuler la demande, donc on ne va pas maintenir des prix trop élevés. Et puis à la fin, en période de déclin, là finalement, on va baisser les prix pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Hein. Et donc en général, les marges vont s'en sortir et le profit va diminuer. Donc il faut avoir ça en tête. Le problème, c'est que quand on lance un produit, cette durée-là, on n'en a aucune idée. Bon, parfois, si c'est une innovation très incrémentale, hein, si c'est le yaourt à la fraise des bois, et vous avez déjà lancé le yaourt à la fraise l'année dernière, si c'est le énième parfum de Danette, c'est quand même de l'innovation, hein, parce qu'à chaque fois, un produit alimentaire, on change l'arôme, on change l'acidité, etc. Il faut à chaque fois le développer. Hein, c'est effectivement de l'innovation. Mais ceci dit, vous avez tout un historique qui vous permet de savoir à peu près que souvent, il ne va pas tenir plus de 2 ans sur le marché et qu'il faut le rentabiliser assez rapidement, hein, parce qu'au bout de 2 ans, il ne vendra plus, hein, parce qu'il y en aura d'autres qui sont arrivés.
Donc, si c'est de l'innovation incrémentale, vous arriverez à estimer cette durée-là, parce que toute l'expérience que vous avez en termes de lancement d'innovation légère vous le permet. Quand c'est de l'innovation plus, même sans être radicale, mais plus importante, eh bien, en fait, vous n'en savez rien. Donc, il faut bien voir qu'au début, on ne sait pas quelle est cette durée de cette durée-là. Et parfois, il y a des produits qui durent extrêmement longtemps. Je vais prendre un exemple. Le Caprice des dieux. C'est un des tout premiers fromages industriels qui n'était pas soit du fromage blanc, soit des fondus. Ça, il y en avait avant. Mais c'est le premier fromage industriel qui ressemble un peu à un fromage artisanal, en fait. Mais c'est un fromage industriel, c'est-à-dire très doux, très constant en qualité. Et ben, il a été créé en 1956. Donc, et je pense que c'est la société Bongrain, qui est maintenant Savencia, qui a créé ce fromage. Et je pense que quand ils l'ont lancé, je ne pense pas qu'ils imaginaient que ce serait une innovation qui durerait aussi longtemps. Donc, vous voyez qu'il y a des innovations en alimentaire qui peuvent être extrêmement rentables quand même, parce qu'effectivement, toute la R&D dans ce premier fromage industriel, elle a été amortie depuis longtemps. Donc voilà. Donc en fait, cette durée-là, le problème, c'est qu'on ne la connaît pas. Donc il faut savoir qu'un jour viendra, il risque d'y arriver un jour où on aura un déclin. Et comme on le sait, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, l'entreprise? Qu'elle commence à penser aux produits suivants. Donc il va falloir renouveler les produits. Et il faut chaque fois penser, quand on lance ce produit-là, oui, mais si c'est du produit qui va durer 2 ans, il faut qu'au bout de 6 mois, vous soyez déjà en train de travailler sur le suivant. Si c'est un produit qui dure 5 ans, au bout de 2 ans, il faut commencer à travailler sur le suivant pour à chaque fois donc avoir une courbe des ventes qui soit un peu lissée par le renouvellement des produits. Donc ça, c'est important aussi pour une start-up, parce que souvent une start-up, elle est focalisée sur un produit, et c'est légitime, il faut y mettre, généralement, on est une toute petite équipe, il faut y mettre toute son énergie. Mais il faut quand même avoir, qu'un jour, il va falloir penser à la suite. Parfois, on est plus convaincant, par exemple, face à des investisseurs, si on peut leur dire « Ouais, mais vous savez, en portefeuille, on ne va pas vous en parler, c'est encore très confidentiel, mais on a déjà pensé au produit suivant. » Oui. Après, ce type de courbe, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Si on prend Apple, c'est volontaire. Dès qu'ils font un produit, quand ils font l'iPhone 6, ils arrêtent la production de l'iPhone 5. La courbe, elle décroît. Oui, effectivement. Alors, il y a ce qu'on appelle l'obsolescence programmée aussi. C'est l'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'on élimine les anciens produits pour pouvoir en mettre un nouveau sur lequel on aura une meilleure marge. Et les automobiles, par exemple, en automobile, ils font très attention à ça. Il faut faire très attention qu'il y ait, et dans tous les produits d'électromécanique, on se débrouille pour qu'il y ait une panne à un certain moment, pour qu'il y ait plus d'investissement de renouvellement des produits. L'automobile, il y a une époque où ils renouvelaient les véhicules tous les 10-15 ans. Les gammes de véhicules étaient renouvelées toutes les 10-15 ans. Après, ça a été tous les 5 ans. Et maintenant, les gammes de véhicules sont renouvelées. Il y a une nouvelle gamme tous les 3 ans. Donc, tous les 3 ans, en fait, votre voiture que vous avez achetée, finalement, il y a un modèle plus à la mode, plus design sur le marché pour vous inciter à changer de véhicule. Donc, effectivement, il y a des pratiques d'entreprise qui visent à éliminer l'ancien produit. Mais ça, c'est un petit peu différent, parce que là, disons que c'est dans la même catégorie de produits. Tandis qu'on peut dire que l'entreprise, elle peut aussi chercher une autre catégorie de produits à lancer. Alors, il y a des cas un peu atypiques. C'était le cas dans la compote. Les compotes de fruits, avant, elles se vendaient dans des boîtes de conserve comme ça, au rayon ambiant des supermarchés. Donc, généralement, les boîtes de conserve, ce pas des rayons très attractifs. Et donc, on avait sa grosse boîte de conserve. Quand on mettait, quand on l'ouvrait, on se servait. Ensuite, on la remettait au frigidaire. On ne pouvait pas la refermer, c'était une boîte de conserve. Et un jour, il y a une société qui s'appelait Materne qui a eu l'idée de faire de la compote sous emballage plastique, comme ça en portions individuelles. Donc c'était une jolie barquette blanche, comme ça, avec, je crois que c'est toujours en marché d'ailleurs, avec des portions. Donc on pouvait portionner sa dose de compote, et puis ils la mettent au rayon frais. C'est le même produit, en fait. Ils pourraient le mettre au rayon ambiant.
mais on le met au rayon frais pour une raison d'attractivité consommateur. Il faut savoir que vous avez les mêmes, à peu près les jus d'orange, les produits, les jus de fruits au rayon frais, beaucoup, pas tous, mais beaucoup pourraient aussi être en rayon ambiant, et ils seraient moins chers. Pourquoi? Parce que le rayon frais, en fait, on reste plus longtemps, c'est un rayon qui est joli, il est blanc, et puis ça évoque la fraîcheur, un rayon frais. Et donc le consommateur va être plus attiré par des produits en rayon frais, ils vont avoir une meilleure image, une image de fraîcheur, donc on pourra leur faire payer des produits plus chers. Donc c'est pour ça que le rayon frais est attractif pour les entreprises. Donc ils ont mis donc la compote en conserve, ben, elle était devenue un produit, c'était fini la compote, plus personne n'en mangeait. C'était un produit vraiment en déclin. Et la société materne l'a simplement, en fait, en reconditionnant le produit, en le présentant différemment, et aussi en lui donnant des nouvelles fonctions. Parce que quand vous mettiez votre pot de compote au frigidaire, bon, le dessus, ça séchait, ça prenait un peu les odeurs du frigidaire. C'est vrai que ce n'était pas très appétant de reprendre de la compote qui était restée 2 jours au frigidaire, quoi. Tandis que là, chaque fois, le produit, il est parfaitement intact. Hein. Et effectivement, donc, ils ont rajouté des fonctions par le packaging, et ils en ont fait un produit beaucoup plus attractif, moderne, avec une image améliorée. Et en plus, ils ont eu de la chance, c'est que la communication nutritionnelle publique est arrivée, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour la santé, etc. Et du coup, maintenant, maintenant la compote, c'est un produit, c'est un produit très dynamique, hein, en termes de marché. Il y en a plein pour les enfants, il y en a pour les adultes, enfin, ça a une belle image. Alors, vous voyez, il y a ça. Parfois, ça arrive pas toujours, hein, mais ça, on peut penser aux disques vinyles aussi avec les qui sont repartis. On peut penser aussi à une aventure intéressante. C'était, je vous ai dit, quand sont arrivés les appareils photo numériques, la photographie instantanée, un type Polaroid, donc eh bien, plus personne n'en a acheté parce qu'on pouvait imprimer ces photos et donc tout le marché est allé vers la photo numérique. Parce qu'aussi c'était nouveau, donc c'était attractif, c'était ce qui se faisait, c'était moderne. Polaroid, c'était un peu vieux, quoi, etc. Donc, à tel point qu'en Europe, Polaroid a fermé ses usines en 2008. Il a fermé ses usines, mais il y a une dizaine de personnes de l'entreprise qui se sont mis d'accord pour racheter une partie de certaines usines, en se disant c'est dommage de complètement abandonner la fabrication de ces usines. Ils ont fermé les usines de fabrication d'appareils photo et les usines de pellicules de films argentiques qui permettent de faire. Alors, ils ont racheté les usines de films argentiques et ils ont commencé à produire alors, à petite échelle et puis achat sur Internet. Hein. Et puis finalement, la firme Polaroid, voyons ça, s'est remis à faire, là, je crois qu'ils ne font pas encore directement eux-mêmes les appareils photo, mais ils sont remis à faire leurs films argentiques. Et donc, c'est reparti. Et maintenant, vous retrouvez des appareils photo instantanés. Donc, les appareils photo instantanés concurrencés par les appareils photo numériques, c'était des produits en déclin. Mais à partir de 2010, à peu près, finalement, ça a un côté vintage. Et il y a eu des expositions de Polaroid numérique, des artistes s'en sont emparés, il y a eu beaucoup de com là-dessus, et finalement, c'est devenu le cliché pour Polaroid, maintenant c'est le must, et les ventes sont reparties. Alors je crois que Polaroid, je crois qu'ils sous-traitent la fabrication des appareils photo, mais Fuji, maintenant tout le monde, tous les fabricants d'appareils photo sont sur le créneau. Fuji fait aussi des appareils de photo instantanés. Et ça sert à tous les gens, parce que c'est vrai que maintenant, ça fait un certain temps que les gens utilisent des appareils photo électroniques. Du coup, on regarde tous les photos sur les écrans. Et finalement, on en imprime peu. Hein. Donc, on n'a plus ce plaisir de la photo qu'on imprime, etc. Et donc, c'est ça qui fait que, finalement, ce besoin-là renaît, en plus du côté un peu nostalgique qui est un petit peu aujourd'hui, côté retour aux années 60. Il y a aussi le fait qu'on a ce plaisir de regarder une photo papier, hein, qu'on n'avait pas avant. Et cette photo, on peut effectivement la voir presque instantanément. Donc, c'est assez sympathique aussi. Donc voilà, donc ça, il ne faut pas tabler sur ça, c'est quand même assez rare. Mais il arrive que ça arrive. Alors, on va voir un autre aspect, un autre mode d'analyse stratégique que vous avez sans doute vu aussi, la matrice du Boston Consulting Group. Alors, en général, vous connaissez, normalement, beaucoup de gens connaissent. Je ne sais pas, ça dépend peut-être un peu de vos domaines.
Alors, ceux qui ont déjà eu un cours sur la matrice du Boston Consulting, c'est quoi les axes? Parce qu'en général, vous vous rappelez des noms du milieu, mais les axes, vous savez pas. C'est part du marché. C'est presque ça, mais pas tout à fait. Donc, effectivement, ce serait l'axe des abscisses. Et là, c'est quoi cet axe-là? Croissance. Croissance économique de quoi? Ben, c'est la croissance du marché. La croissance, on va examiner différentes activités, et c'est la croissance des ventes dans chaque activité, la croissance du marché dans chaque activité. Donc là, on a les taux de croissance du marché. Alors avant, vous voyez, donc j'ai choisi, avant là, on peut mettre ici la croissance du PIB, ou si on est dans une catégorie de produits, on regarde différentes variétés d'une catégorie de produits, on va mettre ici le taux de croissance moyen de cette catégorie de produits. Avant, je mettais 10%, mais vu la crise, maintenant, j'ai baissé les exigences et je mets 8. Donc, vous voyez, il faut se construire une échelle sur les taux de croissance du marché, parce que ça dit aussi quelque chose de vos exigences, de vos exigences en termes de croissance du marché. Alors, en abscisse, c'est pas tout à fait, c'est la part de marché relative. Donc, en abscisse, vous avez la part de marché relative, c'est-à-dire la part de marché de l'entreprise que vous considérez, que vous étudiez, par rapport à la part de marché de son principal concurrent. Donc là, l'entreprise, elle fait 10 fois la part de marché de son principal concurrent. Là, elle fait seulement la moitié de la part de marché de son principal concurrent. Donc ici, l'entreprise, c'est quoi sur le marché? Là, elle fait exactement la même part de marché que son principal concurrent. Là, elle fait 5 fois. Donc ici, l'entreprise, elle est en situation de quoi? Ben, elle domine sur le marché, elle est leader. Elle est leader, c'est elle qui a la plus grosse part de marché, puisque c'est son principal concurrent. C'est elle qui a la plus grosse part de marché. Ici, elle est leader, elle a la plus grosse part de marché. Ici, elle est dominée. Elle est dominée, les concurrents, il y a toujours au moins un concurrent qui a une plus grosse part de marché qu'elle. Alors, cet axe-là, qu'est-ce que j'ai mis après? Cet axe-là, ça va être un axe aussi de rentabilité des ressources financières. Ça va être un axe de rentabilité des ressources financières. Pourquoi? Pourquoi? Donc en général, les entreprises qui sont ici, elles sont leaders, donc elles ont une grosse part de marché. Donc souvent, elles produisent depuis longtemps. Souvent, c'est quand même des entreprises qui sont longtemps dans le secteur. Bon, ça dépend un peu, maintenant, il peut y avoir des bouleversements sur le secteur. Mais on va dire qu'il y a plus de chances que les effets d'expérience, on a vu la courbe d'expérience, la courbe d'apprentissage, il est plus fréquent que ces entreprises-là, elles aient des coûts plus faibles du fait de leur expérience à fabriquer cette catégorie de produits. Vous vous rappelez la courbe d'expérience qu'on a déjà vue? Donc, elles vont avoir des coûts plus faibles parce qu'elles ont une historique de production, elles savent mieux le faire, elles ont déjà travaillé sur les procédés, elles ont innové, elles ont trouvé des fournisseurs à moins cher et leur personnel est mieux formé pour faire cette catégorie de produits. Donc, elles ont cet aspect-là, tendance à avoir des coûts plus faibles. Un autre aspect, c'est que si elles ont une grosse part de marché comme ça, elles produisent beaucoup, donc souvent leurs usines vont être à pleine capacité de production et elles vont parfois avoir construit des usines gigantesques, parfois qui vont leur donner des économies d'échelle très intéressantes. Donc là aussi, des bonnes marges à cause d'économies d'échelle très intéressantes. Et enfin, souvent, si elles sont leaders, c'est souvent qu'elles ont des marques qui ont des bonnes notoriétés. Et une marque de bonne notoriété, ça fait souvent que vous pouvez être un peu plus cher que les voisins, que les concurrents. Et donc, vous avez là aussi, si votre marque est là depuis longtemps, que vous n'avez pas trop, que vous arrivez quand même à contenir, on va dire, les dépenses commerciales, parce qu'une marque, c'est aussi beaucoup de dépenses, à contenir les dépenses de publicité, vous aurez une marge plus importante. Vous voyez qu'il y a plusieurs raisons qui font que cet axe-là est aussi un axe de rentabilité des ressources financières croissantes. Et cet axe-là, c'est un axe de quoi? On va voir avec les... C'est quoi les noms dans les cases? Donc ici, c'est les vaches à lait, ici, les stars, les vedettes, ici, les dilemmes, et ici, les points morts. En général, vous vous rappelez très bien les noms dans les cases. Par contre, les axes, c'est plus... Alors, ici, ça va être un axe de quoi?
vous voyez que c'est un axe qui croît avec la croissance du marché. Quand le marché croît fortement, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Oui, vous êtes obligé d'acheter de nouvelles lignes de production pour répondre à la demande, éventuellement de construire de nouvelles usines. Et puis aussi, sur un marché qui croît beaucoup, les besoins de financement d'exploitation, qu'est-ce qu'ils font? Oui, si vous êtes une start-up à fort potentiel, que vous avez des ventes qui décollent très vite, qui marchent très bien, eh bien méfiez-vous de votre trésorerie. Parce que votre BFR, il va augmenter très fort. L'équation du BFR simplifiée, c'est quoi? Ça se calcule comment? Comment ça? Comment ça? C'est les besoins que l'entreprise a pour continuer son activité. Oui. Et ça s'estime comment avec les Stock, ouais, clients. les stocks, les créances clients plus stock, et moins quoi? Dette fournisseur. En fait, les clients ne vous payent pas, donc en fait, c'est vous qui les financez. C'est les créances clients, c'est les factures que vous n'avez pas encore réglées. Les stocks, donc c'est des produits qui sont là, c'est de la valeur, donc vous avez avancé cette valeur. Et par contre, les dettes fournisseurs, c'est les factures que vous avez reçues et que vous n'avez pas encore réglées. Donc là, c'est vous faites financer par vos fournisseurs. Vous voyez que vous avez deux postes. Si vous avez de fortes croissances des ventes, ben en général, vous êtes obligé de stocker un peu plus, parce qu'il faut faire face à la demande. Donc vous allez stocker plus. Vous allez avoir plus de créances clients parce qu'il y a peu de secteurs où les clients vous paient comptant. C'est souvent 90 jours fin de mois. Donc, vous allez avoir des créances clients qui augmentent aussi. Et vous avez un seul poste, et si vous êtes une start-up, vous ne pourrez pas beaucoup jouer dessus, c'est les dettes fournisseurs, parce que si vous êtes une start-up, le fournisseur, il a des chances d'être inquiet. Et vous appelez souvent, vous allez la payer, ma facture, avant de faire faillite. Lui, il a intérêt à te faire payer, parce qu'une start-up, c'est quand même fragile financièrement. Et si vous lui avez fait une grosse commande, que vous avez une grosse facture, il peut avoir des doutes sur le fait qu'il serait payé un jour. Donc les dettes fournisseurs, c'est le seul poste qui va être en négatif. Donc méfiez-vous, si vous avez des très fortes croissances des ventes, il faut surveiller la trésorerie, surveiller le BFR, parce qu'il y a des entreprises comme ça, des entreprises qui marchaient très bien, qui ont fait faillite à cause de ça. Qui ont fait faillite à cause de ça, BFR qui explose, la trésorerie ne suit pas, la banque ne veut pas faire des prêts à court terme, et que là, qu'on se retrouve en défaut de paiement. On ne peut pas payer ses fournisseurs, justement. On n'a pas la trésorerie. Pourtant, on a des tas de clients. On a des tas de clients, oui, mais ils n'ont pas encore payé. Ils sont là, oui. Donc, c'est être très, très attentif à ça. Donc ici, en fait, c'est un axe besoins financiers croissants. Ouais. Donc, il y a des besoins financiers importants pour les vedettes et les l'ILEM. Et par contre, ici, c'est moins fort. Alors, je ne vais pas vous montrer ça. Les innovations, elles arrivent où? Elles arrivent dans quelle case, ces innovations? Là? En bas à gauche. Tout le monde est d'accord? Voilà, les innovations, elles vont arriver ici. Ça, c'est la chance. L'innovation qui arrive, c'est direct une croissance du marché à 2 chiffres. Ça, c'est un cas plus fréquent. On fait une innovation et puis on se demande est-ce que ça va marcher. Il y a un certain temps d'implantation sur le marché pendant lequel on prie. Donc, vedette, dilemme. Et en fait, ici, on peut se représenter, c'est le cycle de vie du produit. Une innovation arrive ici, mettons, tout se passe bien, le marché croît, donc elle devient une vedette. Et puis, peu à peu, le marché devient mature. Et donc là, en fait, le marché croît moins vite. Mais comme ça fait longtemps qu'on est là, les usines, les équipements sont amortis. Donc, ça fait longtemps qu'on produit. Donc, les gros investissements sont amortis. Donc, là, on crache, c'est des activités qui crachent du cash flow, qui sont très rentables. Mais il y a un jour où ils risquent de devenir un peu obsolètes et donc de devenir des poids morts qui sont plus rentables. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit habituellement qu'il faut faire pour une entreprise avec toutes ces activités? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle s'organise, une entreprise, quand elle regarde l'ensemble de ses activités? Voilà, qu'elle renouvelle les nouveaux produits.
Et il faut qu'elle pense à avoir en permanence des innovations, des vedettes et des vaches à lait. Parce que là, c'est des activités qui sont très rentables. Donc, cette rentabilité, ça va vous permettre d'avoir du cash flow. Et vous allez l'utiliser à quoi? Investir à soutenir les vedettes. Et ici, parce que ici, dilemme, pourquoi? Dilemme, pourquoi? Parce que c'est un marché intéressant. C'est un marché qui croît très vite. Simplement, on n'a pas une bonne part de marché. On n'a pas une bonne part de marché, on n'a pas une marque qui a une forte notoriété, on est très concurrencé, c'est les autres qui sont bons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut soit on investit en pub, en technologique, etc., et on essaye de glisser par l'investissement vers les vedettes, soit aussi ce qu'on peut faire, c'est en fait segmenter le marché. Et surtout si on est une PME, si on est une petite entreprise, on a intérêt à faire ça. Chercher une petite niche sur laquelle on va très bien satisfaire le client. Donc on fait, je sais pas, on fait du produit alimentaire, on va faire du produit alimentaire pour sportifs. Et on va très bien le calibrer pour qu'effectivement les sportifs aient envie de l'acheter. On fait un biscuit par exemple. Donc en face, on a tous les lus, on a toutes les grandes marques de biscuits. Mais nous, on va faire sur un tout petit marché un produit qui va très bien satisfaire le consommateur. Donc du coup, ce marché, comme on introduit un produit qui satisfait très bien, il va croître. Donc ça va devenir une vedette. Et puis les autres, par exemple les grands groupes, ils ne vont pas beaucoup s'intéresser à une niche de marché qui est petite. Pourquoi? Parce que les grands groupes, ils ont des grandes usines, à forte capacité de production, ils ont des lignes de fabrication importantes, et donc un marché qui est trop petit, finalement, pour un grand groupe, ce n'est pas très intéressant. Parce que ça veut dire faire une ligne de fabrication aux petites séries, etc. Donc les PME, les startups, elles ont intérêt à aller justement sur ces niches de marché, parce que là, elles vont être beaucoup moins concurrencées par les grands groupes. Donc, chercher et donc segmenter le marché, ça peut être un moyen de devenir, c'est une stratégie pour innover et arriver à passer du côté des vedettes. Poids mort, qu'est-ce qu'il faut faire avec les poids morts? Soit on élimine, soit si c'est quand même un tout petit peu rentable et qu'on n'a pas besoin d'investir, donc ça ne coûte rien, on peut garder. Soit effectivement, pareil, on travaille le marché, on se demande si on ne peut pas trouver une petite niche où on arriverait à le faire passer ici ou directement ici, quoi. Ça aussi, ça se travaille, un produit. Ça se travaille pour trouver un segment où on pourrait développer quelque chose qui réellement satisferait ce petit groupe de clients. Je peux travailler mon produit pour satisfaire un petit groupe de clients et en faire un produit en croissance par mon travail. Donc voilà. Donc ça, c'est une manière de voir les choses. Alors évidemment, il faut le voir en dynamique, ce n'est pas absolu, mais ça permet quand même de raisonner à un certain nombre de choses et de penser que une entreprise, elle doit avoir un portefeuille d'activités qui soit équilibré. Elle ne peut pas avoir que des vaches à lait, parce qu'un jour, les vaches à lait, elles vont passer point mort et elle sera embêtée. Avoir que des vedettes, oui, ça peut durer un certain temps. Les vedettes risquent un jour de devenir vaches à lait, mais il va falloir penser à renouveler quand même en innovant. Oui, donc ça, c'était les financements qui partent des vaches à lait pour aller vers les vedettes et les dilemmes. Alors, autre aspect à prendre en compte, les 5 forces de M. Porter, qui a eu l'idée de vous dire, il faut que vous regardiez votre environnement. Vous créez une entreprise, vous créez une innovation. Vous la créez dans un certain secteur. Dans ce secteur, vous avez des concurrents ou des concurrents potentiels. Ces concurrents, ils sont plus ou moins dynamiques. Vous avez plutôt intérêt à ce qu'ils soient moins dynamiques. Ils sont plus ou moins innovateurs, ils sont plus ou moins performants, ils font plus ou moins de la qualité. Donc, il faut tenir compte de tout ça, ce qui vous donnera une idée de vous allez être concurrencé plus ou moins. Vous devez aussi tenir compte de la... Qu'est-ce que je devais vous dire là-dessus? Je ne vais pas oublier les choses importantes. Vous devez aussi tenir compte de ce qu'il y a entre vous et les clients. Souvent, parfois, vous avez un rapport direct avec vos clients. Dans ce cas-là, pas de problème. Mais souvent, il y a des réseaux de distribution. Si vous faites des produits agroalimentaires de grande consommation ou des produits cosmétiques de grande consommation, souvent, donc à grande échelle, souvent vous aurez affaire au GMS, au grand groupe de distribution.
Et ça, c'est des gens qui, c'est des secteurs très concentrés, donc c'est des grands groupes qui ont un pouvoir de marché important. Donc, c'est sûr qu'ils risquent de vous piquer une partie de votre marge. Pourquoi? Parce que ils vont vous demander de baisser les prix, et puis si vous ne le faites pas, ils vous diront « D'accord, je ne prends pas votre produit ». Donc, il faut être attentif à ça. Le pouvoir relatif des distributeurs. Le pouvoir relatif des clients. Donc là, on passe par de la distribution, ça pourrait être aussi directement. Si vous faites un ingrédient, un composant, un équipement, une machine pour un grand groupe, il faut être conscient que si votre produit est très stratégique, que vous êtes seul à pouvoir le faire, vous aurez un pouvoir et vous pourrez garder pas mal de votre marge. Si ce n'est pas le cas, si plusieurs autres sont capables de le faire, le grand groupe vous mettra forcément en concurrence. Et si votre produit n'est pas très stratégique, vous aurez du mal à faire payer le grand groupe. Il faut être très attentif pour que l'idée ne soit pas piquée, parce que le grand groupe il a des capacités de recherche importantes. Donc, s'il a une idée et qu'il y met ses chercheurs dessus, il peut vous doubler. Donc, c'est des choses... Alors, vous pourrez parfois créer des partenariats qui auront l'intérêt de fixer les choses. Partenariat à long terme, si le grand groupe accepte. On décide en fait comment on va se partager la marge. Et puis, ça peut être un partenariat sur 3-5 ans. Là, vous êtes tranquille pendant un moment. Vous avez décidé, vous négociez. Et donc, il faut négocier. Et parfois, il faut savoir que vous ne garderez pas toute la valeur que vous avez créée sur votre innovation. Pouvoir relatif des fournisseurs de matières premières, de composants. Bon, si c'est des composants, des matières premières qu'on trouve n'importe où et que tout le monde sait faire, pas de problème. C'est vous qui allez mettre vos fournisseurs en concurrence. Mais si vous avez besoin d'un fournisseur il pourra lui dire « Ah bah oui, mais s'il est le seul à le faire, il va vous dire « Oui, mais moi je vous le fais, mais il faut le payer. » Donc lui aussi, il va pouvoir vous piquer un peu de la marge, de votre marge. Donc là aussi, il faut accepter de partager. Et puis éventuellement, il faut faire des partenariats pour négocier, pour fixer, pour pas que peu à peu votre marge s'érode trop avec le temps. Plutôt fixer le partage. Pouvoir relatif des fournisseurs de produits ou services complémentaires. Eh bien, dans le système Nespresso, par exemple, Nestlé, il fait les dosettes, il a développé les machines avec les équipementiers. La marge, elle va chez qui? Elle va plutôt chez Nestlé. En général, c'est celui qui a la marque qui est importante vis-à-vis du client qui va réussir à capter la meilleure marque, parce que la meilleure marge, parce que c'est la marque que le client apprécie, donc le client il est sensible à ça. Entre Microsoft qui fait les logiciels et ceux qui font le hardware des ordinateurs, donc les caisses, etc., qui est-ce qui domine dans l'histoire? Quand vous achetez un ordinateur, vous êtes très attentif au logiciel. La marque du hardware, ça joue, mais c'est quand même, si vous n'avez pas les logiciels les plus connus dessus, vous allez être un peu déçu. Donc, du coup, c'est plutôt Microsoft qui va piquer la plus grande part de la marge. Alors, tout ça, ça ne veut pas dire se décourager, mais ça veut dire qu'il faut être conscient, il faut dire qu'il faut se préparer à des négociations parfois un peu délicates. Il faut parfois essayer de faire des partenariats, parce qu'un grand groupe, il peut avoir intérêt à faire un partenariat avec un fournisseur, parce que lui aussi, ça va lui stabiliser quand même ça va lui stabiliser ses fournitures. Alors, un exemple, par exemple, c'était au moment où les clubs de vacances, les premiers clubs de vacances, ça a été créé par Trigano, qui a créé le club Méditerranée. C'était une vraie innovation de service, le club Méditerranée. Avant, on partait en vacances, on allait soit dans sa maison résidence secondaire, soit on allait à l'hôtel. Le club des vacances n'existait pas. C'est lui qui a créé le concept de club de vacances. Il s'est dit, dans les hôtels, on est bien, on peut voir des nouveaux pays, mais on n'a pas de relation sociale, en fait. Ou alors on va chez des amis, mais là, on ne peut pas choisir le pays où on va. On a plus de relations sociales, mais on ne peut pas choisir le pays où on va. Donc, en fait, il faudrait trouver autre chose. Et c'est comme ça en fait, c'est une analyse fonctionnelle. Une analyse fonctionnelle des vacances qui lui a fait trouver qu'il y avait quelque chose à créer là. Et quand il a créé le Club Med, en fait, il a acheté une agence de voyage. Il a acheté une agence de voyage, pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est pas comme maintenant, on achète surtout les voyages sur Internet. Mais à l'époque, on passait par les agences de voyage. Et lui, vous voyez, il crée un nouveau produit, donc avec une marge, etc. Si il était dans la main des agences de voyage, elles auraient pu lui prendre une grosse marge sur justement la vente des séjours en club de vacances.
S'il en avait une, au moins, il pouvait les mettre en concurrence. Si elles étaient trop gourmandes, il disait, bon, moi, je vais faire l'essentiel avec mon agence de voyage. Donc, toujours être attentif à ce qu'il y a entre vous et le client final. Parce que la valeur, c'est lui qui la donne. C'est le client final, la source de la valeur. Donc, tout ce qu'il y a entre vous et le client final, en particulier les distributeurs, il faut être attentif à ça. C'est pour ça que les industriels de l'agroalimentaire, au moment où il n'y avait pas encore, au début, la grande distribution, c'était quelques magasins. Mais ils n'ont pas pensé que ça allait se concentrer comme ça. Ils n'ont pas vu venir les choses. Ils n'ont pas du tout eu la vision des choses. Alors qu'au début, en fait, c'était plutôt les distributeurs qui demandaient, s'il vous plaît, venez mettre des produits sur mes linéaires, quoi. Parce qu'il y avait des grands groupes et les distributeurs, ils étaient tout petits. Et donc, le pouvoir, il était aux mains des grands groupes. Aux mains des grands groupes. Et finalement, ils se sont concentrés. Ils ont été, en fait, très efficaces, les distributeurs. Ils ont inventé un service qu'on apprécie tous. Et donc, c'est pour ça qu'on va tous dans les magasins, dans les magasins de la grande distribution. Et ça, les fabricants d'agroalimentaire ne l'ont pas du tout vu. Parce que sinon, ils auraient pu prendre au début, acheter certaines, au moins prendre des actions, des participations. Ce qui fait qu'une partie des dividendes leur serait remontée, qu'ils auraient aussi pu contrôler un peu mieux dans la négociation le partage des marges. Mais ça, c'est une chose, donc c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Ils ne pensaient pas du tout que les gens allaient se mettre à conduire pour faire leurs courses. Ils n'ont pas du tout vu la transformation à venir des modes de vie. Alors, une chose à voir aussi avec ça, c'est que si vous créez une innovation, ou vous créez une start-up sur quelque chose de nouveau, un produit ou un service, en fait, parfois, vous avez un petit peu le choix de l'environnement dans lequel vous allez le positionner. Ça dépend, mais parfois, on a un petit peu. Mettons que vous ayez trouvé un ingrédient alimentaire qui a un effet bénéfique, nutritionnel, qui soit bien. Parfois, ça se fait ça en allant chercher dans la pharmacopée chinoise ou en allant chercher dans la flore d'Amérique du Sud. Et parfois, on trouve comme ça, on peut extraire de plantes des ingrédients qui ont une activité intéressante. Voilà. Alors là, vous pouvez choisir. Soit avec ce produit, vous faites un complément alimentaire. Vous le vendez à la grande distribution. Là, surtout si vous êtes une start-up, il va falloir... La grande distribution prend quand même des produits de PME et de start-up parce que ça lui permet de concurrencer les grands groupes. Face aux grands groupes, elle est quand même... il y a la marque. Donc la grande distribution, si elle n'a pas du Coca-Cola et des yaourts Danone, les clients vont partir chez le concurrent. Donc la marque donne un pouvoir aux grands groupes du fait de leur marque. Les grands distributeurs, ils peuvent pas... Ils ont ici, je crois, déréférencer Danone. Mais c'est quand même... c'est difficile, ils risquent de perdre leurs clients. Donc, ils aiment bien avoir des PME pour faire concurrence. Et aussi, régionalement, ils font attention de prendre, enfin parfois, ça dépend un peu des réseaux, mais souvent, ils font un peu attention de prendre des PME régionales. Si dans la Sarthe, vous n'avez pas la PME qui fait des rillettes, les clients, ils vont trouver que, bon, c'est pas bien, quoi. C'est pas un bon esprit, ça ne soutient pas le tissu économique régional. Donc, il y a ces bémols-là. Mais sinon, donc là, vous allez vous trouver face à des gens qui sont quand même très, très durs en négociation et qui vont avoir tendance à vous mettre en concurrence de façon un peu drastique. Ce que vous pouvez vous dire, je pourrais... Pardon. Et vos concurrents, dans ce cas-là, ils vont être... Pardon, je cherche un peu d'eau. Vos concurrents, ça va être d'autres entreprises qui font des compléments alimentaires, donc souvent des entreprises de pharmacie ou des grands groupes de pharmacie, soit des entreprises moyennes qui font des petits groupes qui font du complément alimentaire, qui sont spécialisés en complément alimentaire. Vous pouvez aussi... Où est-ce qu'on vend des compléments alimentaires ailleurs qu'en grande distribution? En pharmacie. En pharmacie, parapharmacie. Et là, en fait, les groupes de distribution, ceux qui distribuent aux pharmacies, c'est des groupes de distribution qui sont quand même moins puissants. Donc, ça va être d'autres rapports avec les distributeurs. Pas forcément complètement. Enfin, ça va quand même être des groupes moins puissants à qui vous allez avoir affaire. En pharmacie, si vous regardez, les compléments alimentaires sont chers. Donc, il va falloir aussi gérer le complément. Il faut que ça ait une image intéressante. Il va falloir...
complément alimentaire, pour l'instant, ce n'est pas encore réglementé. Donc ça va être beaucoup sur la communication, la publicité. Vous n'avez pas en fait à démontrer l'efficacité de votre poudre de perlimpinpin. Donc, mais vous pouvez le vendre donc aux pharmacies via des réseaux de distribution. À qui vous pouvez vendre encore? C'est de l'alimentaire. Vous pouvez essayer de convaincre des fabricants alimentaires de l'incorporer à leurs produits. Si c'est comme les margarines incorporent des phytostérols, vous pouvez incorporer un ingrédient qui serait bon, je ne sais pas, qui apporterait particulièrement des vitamines ou qui aurait un apport particulier en calcium, etc. Et donc vous pourrez négocier directement avec des fabricants alimentaires. Et là, c'est d'autres types de négociations, parce que c'est du B2B, donc ça va être beaucoup sur la performance du produit, est-ce qu'il passe bien sur mes lignes, sur des aspects technologiques, prix aussi, évidemment. Si vous faites face à des PME qui n'ont pas beaucoup de cash flow, forcément, il ne faudra pas être trop cher, mais si vous faites face à des grands groupes, peut-être qu'ils seront plus rentables, etc. Donc, ça se négocie, mais ça peut être moins dur que d'aller tout de suite sur les linéaires de la grande distribution. Donc, vous voyez, sur plein de produits comme ça, en fait, vous avez plusieurs manières de les... Alors, effectivement, si vous les allez sur les linéaires de la grande distribution, c'est que vous pensez que vous allez distribuer à très grande échelle. Donc, il faut jouer sur le volume. Vous pourrez avoir des marges unitaires très faibles sur chaque produit, mais en espérant avoir un grand volume de vente. Si vous vendez à quelques fabricants de l'agroalimentaire qui voudront plutôt, si c'est un ingrédient qu'ils pourraient afficher, par exemple, sur leur emballage, là, ils voudront avoir des contrats d'exclusivité. Mais du coup, ils pourront le prendre plus cher si vous leur donnez l'exclusivité. Donc, vous pourrez négocier ce genre de choses. Et dans ce cas-là, ce ne sera pas du volume. Ce sera un volume plus restreint. Donc, en pharmacie aussi, quand même, le volume est plus restreint, mais la marge unitaire va être plus forte. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, vous pourrez, suivant la manière de positionner votre innovation, vous allez choisir un petit peu dans quel environnement vous allez vous poser. Autre aspect, comment capter la valeur de votre innovation. Parce que ce n'est pas le tout de la fabriquer, la valeur. Quand on fabrique quelque chose qui correspond bien aux besoins du client, on fabrique de la valeur. Mais vous voyez, cette valeur, on peut s'en faire piquer un petit peu. Et après, il faut essayer de la capter. Parce que ce n'est pas toujours facile. Donc vous pouvez, vendre le produit ou le service, ça, c'est une manière de capter la valeur, on est d'accord. Si vous avez inventé une technologie, qu'est-ce que vous pourrez vendre ou louer d'ailleurs? Une technologie, ça se dépose, ça se brevette. Donc il faudra la déposer à l'INPI, la breveter, et ensuite vous pourrez vendre le brevet, ça c'est un coût. Vous pouvez vendre le brevet pour un domaine particulier ou pour une zone géographique particulière, vous gardez le reste. Vous pouvez éventuellement le mettre en œuvre vous-même ailleurs. Ou vous pouvez aussi le louer, ça s'appelle concéder la licence. Vous gardez la propriété, mais vous obtenez des redevances. Et c'est pareil, la licence, vous pouvez la donner à un acteur en exclusivité, à plusieurs. Évidemment, si c'est en exclusivité, ça va être plus cher. Et vous pouvez la donner pour une zone géographique à certains acteurs, pour une autre zone à d'autres, pour un domaine, pour un secteur à certains acteurs, pour d'autres secteurs à d'autres. Voilà, donc vendre. Quoi d'autre? Là, subvention, effectivement. Il va falloir faire beaucoup de lobbying. Il y a de moins en moins de subventions possibles. Effectivement, il vaut mieux avoir des partenaires puissants au niveau communication, avoir un réseau de lobbying sérieux. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on peut chercher? Pensez sur Internet. Il y a plein de choses gratuites sur Internet. Comment elles se rémunèrent? La pub, voilà. Si votre produit est support de publicité, c'est une manière de se rémunérer. Les abribus Deco, ils ont trouvé ça avant tout le monde. Et depuis, il y a plein de gens, les émissions de télévision, tous les sites d'information Internet, beaucoup de sites d'information Internet, les journaux gratuits, enfin, il y a plein de choses qui se rémunèrent par la publicité. Pensez, est-ce que vous avez acheté des imprimantes? Est-ce que vous avez des imprimantes chez vous? Voilà, les consommables. C'est le système Nespresso aussi. La machine Nespresso, elles ne vont pas très cher.
la vend pas très cher. Comme ça, le client l'achète une fois qu'il l'a acheté. Bon, maintenant, il est plus captif, le client, mais au début, le client était complètement captif. Au début, il ne pouvait mettre dans une machine Nespresso que des capsules Nespresso. Maintenant, les autorités de concurrence, il y a eu des réactions des concurrents, et maintenant, les autorités de concurrence sont obligées de Nestlé à donner aux autres les informations qui fait que d'autres capsules sont compatibles avec les machines Nespresso. Mais comme elles sont plus bas de gamme que les capsules Nespresso, en fait, ça ne gêne pas trop Nestlé. Donc, le système Nespresso, c'est exactement celui des imprimantes. Vous achetez une imprimante, c'est pas très cher, un outil. Mais par contre, quand vous achetez les cartouches, donc là, l'entreprise, elle se rémunère en fait par le consommable. Le premier achat, ça lui sert à tenir son client. Donc là, il n'est pas trop cher. Et puis ensuite, on fait rentrer le cash flow par les consommables. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, certains logiciels open source. Vous savez, les logiciels open source, donc ça veut dire que le code du logiciel, enfin, on peut soi-même améliorer le logiciel. Donc on a le code source, on peut soi-même l'améliorer si on veut. Donc c'est ouvert, open source. C'est pas de la propriété justement brevetée où on n'a pas le droit d'y toucher. C'est ça le principe des logiciels open source. Alors, le problème, on se dit comment ils se rémunèrent ces entreprises qui font de l'open source. Donc elles ne sont pas propriétaires. Elles sont propriétaires. Il faut toujours les citer. Il faut citer celui qui est l'auteur. C'est important. Donc ça reste leur propriété, mais c'est ouvert à tout le monde. Eh bien, en fait, c'est pour utiliser au mieux, avec la meilleure efficacité ce logiciel open source, il vaut mieux demander l'assistance technique de ceux qui l'ont créé. Et donc, c'est comme ça, en vendant les services d'assistance technique, donc c'est pareil, c'est les consommables. Le logiciel est gratuit, mais par contre, les services d'assistance, là, vous allez les payer. Et donc, ça permettra à la société de vivre. Ce qui se fait aussi, c'est la vente à un pool de clients. C'est ce que font, par exemple, les agences de communication, les agences de marketing qui font des grosses études marketing, dont j'étudie le rapport des Européens à la santé, donc je fais une étude dans plusieurs pays européens, etc. Pour lancer cette étude, ça va coûter cher. Donc je vais démarcher plusieurs groupes dans différents secteurs qui sont intéressés par le rapport des Européens à la santé. Et je vais leur dire, est-ce que vous avez envie de contribuer à financer cette étude? Si vous avez envie de contribuer, si vous contribuez, vous aurez les résultats de l'étude. Comme ça, sur un thème comme ça, ils pourront aller chercher des grands groupes de l'alimentaire, des grands groupes de la pharmacie, des grands groupes de la cosmétique, qui seront intéressés par ce genre de... Et donc, qui vont financer l'étude. Donc, pour chacun, ce ne sera pas un budget énorme. Et surtout, si on prend des clients qui ne sont pas concurrentiels entre eux, ça peut marcher. On peut aussi, ce qui n'est pas tout à fait des subventions, mais mutualiser le financement du produit à travers des... Ah oui, une seconde. Sur la vente à un pool de clients, en fait, les logiciels open source font cela aussi. Pour certains développements particuliers, ils peuvent aller démarcher plusieurs clients pour faire un développement particulièrement coûteux qui va être financé par ces clients-là. Donc là aussi, on peut faire appel à un pool de clients. Alors, mutualiser le financement à travers des institutions publiques ou des institutions type mutuelle. Donc, je vous ai dit, c'est le cas de la pharmacie. Donc, à un moment, d'ailleurs, l'agroalimentaire avait pensé, je crois qu'il y avait des assurances qui avaient... Il y a eu un truc pour pousser les margarines, justement, qui sont bonnes contre les accidents, la prévention des accidents cardiovasculaires. Et la Maïf, je crois, avait envisagé de faire ce genre de choses. Donc, ça pourrait être pensable. Mais enfin bon, c'est pas encore maintenant qu'ils vont réussir à se faire financer par la sécurité sociale. Il y a un autre système qui est un petit peu de ce type-là. C'est le système éco-emballage. Vous savez, c'est le recyclage des emballages. Le recyclage des emballages, c'est toutes les entreprises, chaque entreprise qui met en marché un emballage paye une cotisation à un organisme qui est en fait interindustriel, qui s'appelle Éco-emballage. Donc qui collecte toutes ces cotisations de tous ceux, donc en fonction du nombre d'emballages qu'ils mettent en groupe. Donc les grands groupes sont extrêmement contributeurs. Les grands groupes de la pharmacie, de la cosmétique, de l'agroalimentaire mettent de l'argent et ça représente des sommes très fortes. Et avec ces sommes,
les éco-emballages financent les collectivités locales, donc les communes, les régions, etc., qui organisent le tri des ordures ménagères. Parce que pour recycler les emballages, il faut d'abord les trier. Et même si aujourd'hui on a des poubelles de différentes couleurs, c'est pas encore, surtout en France, c'est pas encore trié, c'est loin d'être parfait. Donc le tri, ça coûte très cher parce que c'est du travail manuel qu'on fait en général faire par des gens qui sont très, très peu qualifiés, mais c'est un travail difficile. Et donc une fois que les emballages sont triés, on va pouvoir les recycler. Et là, les filières de recyclage, en fait, c'est les grands groupes de matériaux, c'est les grands fabricants de papier-carton, c'est ArcelorMittal pour l'acier, c'est donc l'aluminium, etc. Qui, pour le verre, ça va être les grands verriers qui vont s'occuper de récupérer de récupérer ces produits triés pour en faire des matériaux qui soient utilisables. Et donc en fait, Éco-emballage a comme actionnaire à la fois les grands groupes et les filières de recyclage, les groupes des filières de recyclage aussi, les filières de matériaux aussi. Et vous voyez que c'est en fait un système, alors Éco-emballage, c'est privé puisque c'est une interindustrie, mais c'est agréé par l'État, extrêmement contrôlé par l'État. Donc vous voyez que c'est un système un peu particulier, mais c'est un système en fait qui a permis, alors il a d'abord existé en Allemagne, et en fait quand les grands groupes français qui emballent pharmacie, etc., agroalimentaire, ont vu le système allemand, ils se sont dit il faut essayer de faire en France, et puis de faire que ce soit pas trop contraignant pour nous, quoi. Donc ils ont vu qu'ils allaient être obligés de le faire, donc quand on est obligé, il vaut mieux gérer l'obligation soi-même. Et du coup, ça a marché. C'est pour ça que ça a pu se faire. Et vous voyez que c'est une manière, en fait, de faire émerger une demande, parce qu'en fait, le public, il demande des emballages, il demande qu'on épargne la planète, qu'on fasse attention. Mais cette demande, elle ne s'exprime pas vraiment par une demande de produit ou de service. Elle ne s'exprime pas vraiment monétairement. Et donc, mettre en place ce système-là, ça fait qu'on offre des produits qui sont faits avec des matériaux, dont l'emballage est fait avec des matériaux recyclés. Et c'est en achetant ces produits qu'en fait s'exprime la demande. Mais il a fallu mettre en place tout ce système qui est assez complexe pour que la demande puisse s'exprimer. La demande de préoccupation environnementale de la part des fabricants dans les emballages. Autrement, avant, elle ne s'exprimait pas. Et c'est à tel point qu'au début, par exemple, les plastiques recyclés, personne n'en voulait. Parce que, par exemple, pour l'alimentaire, ça posait des problèmes sanitaires d'utiliser du plastique recyclé. Donc, c'était compliqué. Aussi, ils ne savaient pas très bien faire. Donc, au début, ça valait rien, le plastique recyclé. Et maintenant, notamment les embouteilleurs d'eau, tous ceux qui mettent de l'eau en bouteille, il y a des tas de grands groupes là-dessus, la petite bouteille d'eau, elle n'a pas une très très bonne image écologique, pas une image écologique parfaite, parce qu'on a tous de l'eau au robinet, qui n'a aucun impact, enfin très peu d'impact environnemental, parce que les tuyaux, ils sont là depuis très longtemps, et que on dépense très peu d'énergie à prendre de l'eau de cette manière-là, même s'il faut la dépolluer, etc. Par contre, les petites bouteilles, il faut les transporter en camion. Et donc là, l'impact environnemental, il est clair. Donc, ceux qui mettent de l'eau en bouteille, ils ont intérêt à verdir un peu faire un peu du greenwashing sur leurs produits. Et donc, ils sont très friands de dire qu'ils ont pu le faire en emballage recyclé. Et donc, du coup, maintenant, le plastique recyclé, en fait, il n'y en a plus assez en France. Ça devient quelque chose, un produit cher, parce que la demande est trop forte. Donc, vous voyez, il faut tout un système, en fait, pour que la demande des individus, la demande de la société, en fait, en produits qui épargnent l'environnement, elle puisse s'exprimer. Au départ, elle ne s'exprimait pas tant qu'on n'a pas mis en place ce système pour qu'il puisse y avoir il fallait qu'il puisse y avoir du plastique recyclé pour que les gens puissent demander que les... Donc, vous voyez que parfois, il faut que le public et le privé s'organisent et mettent en place un système assez complexe pour qu'il puisse y avoir une offre et ensuite une demande. Alors, dernière manière de capter la valeur, si vous êtes une biotech, par exemple, vous avez travaillé avec une substance, vous avez commencé à l'expérimenter chez l'animal, vous avez étudié son métabolisme in vitro, peut-être commencer un petit peu des petits essais, mais très, 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 très prudents chez l'homme, et vous allez... Bon, des premières phases 1 chez l'homme, ça se fait, mais c'est très coûteux déjà. Et donc là, vous allez commencer à vous allez vous faire acheter par un grand groupe qui, lui, fera les études cliniques.
Ou alors, si vous êtes un chef d'entreprise courageux, vous irez en bourse. Donc vous irez vous introduire en bourse et vous vous ferez financer là par le public qui achètera et par des financeurs aussi, parce qu'en bourse, il y a aussi des gros investisseurs qui achèteront vos actions, ce qui vous donnera de l'argent pour continuer. Alors parfois, des entreprises qui entrent en bourse ont des capitaux propres négatifs. Négatifs parce qu'en fait, elles n'ont fait que, des biotech, elles n'ont fait que perdre de l'argent, elles n'ont jamais rien vendu depuis des années, quoi. Elles font seulement de la recherche sur leurs produits. Et pourtant, il y a des gens pour investir dedans, parce qu'ils pensent que l'équipe est bonne et que le produit sera bon. Donc, c'est possible. Mais ça, donc, c'est aussi une manière de capter de la valeur, puisque l'entreprise, elle prend une valeur. En bourse, après, elle a un cours, elle a une valeur, en espérant que le cours continue à monter, que tout se passe bien, que les études cliniques soient positives, parce que c'est là qu'il n'y ait pas d'effets secondaires négatifs qui apparaissent. Voilà, je vais peut-être faire quand même une petite pause. Donc on fait une pause un quart d'heure, ça vous va, hein? On se retrouve à moins le quart. Il faut que je pense à remettre le micro après la pause. Vous pouvez essayer de me faire penser parce que... J'ai vu les idées de Superama, là. Ah, c'est pas nous ça, c'est Superama, non, c'est pas mal. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas une ama. T'as pas envoyé? Ah bah. Non, mais il y a un peu d'idée quand même. Ouais, un peu d'idée. Mais on l'a pas eu hier, c'était là. Elle est excellente, hein. Moi, elle me va très bien. C'est bon? Oui. Il faudra penser aux aspects logistiques. Bah, c'est ça, c'est ce que je voulais faire en fait, c'est qu'on pourrait. Ouais. Il faut penser les problèmes de livraison, comment faire, c'est là où vont être les coûts, quoi. Mais pour avoir été adhérente à une AMA à une époque, il y a un petit peu de massification, il n'y aurait pas, parce que quand on se retrouve avec 3 poireaux et 4 personnes à nourrir, on achète ailleurs, quoi. Du coup, on est obligé de compléter, c'est pas génial. C'est plus du militantisme là-bas. Enfin, je trouve ça un peu. Oui, c'est vrai, mais c'est bien parce que ça révèle quand même une demande. Oui. C'est ça. Les gens, ils veulent. Même le bio, là, en ce moment, c'est ce qui. Dans l'agroalimentaire, c'est la puissance la plus forte. Même aux États-Unis, parce que c'est pas qu'en France. Ah oui, même aux États-Unis, ça j'ai pas regardé. Si. Ce qui est bio, là-bas, bah, normal, quand on trouve des légumes, ils sont tous les mêmes, ils sont tous brillants. Il y a Il y a bien un truc qui va pas là-dedans. Oui, non, mais c'est. Non, elle est très intéressante comme idée. Mais il faut pas. Forcément, si c'était ça. C'est parce que c'est compliqué. En fait, dans une innovation, quand c'est dur, bah, c'est pas plus mal. Il faut travailler parce que si c'était facile, ce serait facile d'avoir des concurrences à arriver tout de suite. Tandis que si c'est difficile, là, on a des chances de distancer les autres si on trouve la solution. Après, la question aussi, c'est enfin, bien réussir à qualifier les restaurants, et je connais rien du tout des restaurants, et je connais les conducteurs, je sais comment ils fonctionnent, et je connais un petit peu leurs besoins, etc. dans la région, mais c'est vrai que les restaurants parisiens, quelle proportion utilisent réellement des fruits et légumes frais, quel type de restaurant aussi, parce que c'est pas tous les restaurants de touristes, on imagine bien qu'ils ne prennent pas des fruits et légumes frais, ils prennent des boîtes de choucroute déjà faites. Et ouais, c'est bien réussir à caractériser le marché. Voir combien il y en a. Ouais, voir combien il y en a. Faut que tu demandes à Roxane, parce qu'elle bosse à l'ADEME, elle bosse là-dessus. Ouais. Je sais qu'elle a fait pas mal, elle a Rungis et tout. Ah ouais? Ah ouais, bah, elle a beaucoup bossé là-dessus. Ouais, tu le demandes. Ouais. Elle a commencé. Je sais qu'elle a Rungis avec un chef, justement, qui fait partie d'un réseau où c'est utiliser de la viande autrement, par exemple. Genre raisonner, pardon, le veau, c'est hyper. Ça émet autant énormément de gaz à effet de serre, tu vois, donc il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et en gros, il y a un symbole, pas un symbole, mais ils doivent mettre un autocollant sur certains restos
pour être français, je sais plus comment ça s'appelle, on m'avait expliqué, et en gros, ça dit que le restaurateur, pourquoi il fait attention quand il fait ce plat, que ce soit pas un plat qui ait mis trop de gaz à l'effet de serre. Non, parce que si, parce que justement, dans le Mais projet, c'est un peu je parle justement d'un espèce de label que tu colles sur ta. Bah, faut que tu lui demandes à Roxane. En disant ça vient moins de 100 km. Je pourrais t'expliquer mieux que moi, mais je sais que le président de cette association-là est à Paris, un resto à Paris, plusieurs restos à Paris. Donc je sais qu'il y a quand même une demande des gens. Après, c'est pas très connu, mais. Oui, ça commence tout juste, quoi. C'est sûr. Mais c'est sûr qu'il y a une demande, donc je pense que il y a qu'à voir, on voit en fait des restos où il y a du profil du fer, souvent. En fait, ils sont un peu blindés, souvent. Il n'y a pas assez. Les bons restos à Paris, c'est ça le problème. Oui, non, mais ça montre qu'il y a une demande qui est forte, quoi. Et peut-être que les autres, si on leur simplifiait la vie, peut-être qu'ils y viendraient aussi. Enfin, peut-être qu'il y a moyen de gagner des clients si c'était plus simple, s'ils n'avaient pas besoin justement d'aller chercher. C'est-à-dire que l'accès à Paris déjà est casse-pied. Ouais. C'est pas comme si tu peux faire venir par les trains ou quoi que ce soit. Et faire venir des poids lourds, ils sont obligés de se travailler. À mon avis, si ça marche, ce qui va se passer, c'est que Rungis va se mettre dans le Ah oui. Parce que Rungis, il fait des fruits et légumes frais, il fait des produits frais. Ce qu'il y a, c'est qu'ils viennent de partout. Non, mais déjà. Il y a 15 intermédiaires. Mais il y a Et voilà, et le but, c'est justement d'augmenter la marge du producteur, de baisser pour le restaurateur, on est sur la livraison et la qualité du local, mais c'est un peu le. Après, je sais pas si tu arrives à avoir des produits pas chers. C'est quand tu vois à bon marché, c'est ça, à bon marché, ils achètent énormément de choses. Directement, le producteur vient à bon marché. Quand tu regardes les prix à bon marché, tu connais pas. C'est comme les gars Lafayette au printemps, c'est le premier gros. Ah, le bon marché. Le bon Ah marché. oui, oui. Et en gros, il fonctionne comme ça. Ah, mais c'est différent, c'est du. Ah ouais, mais c'est le principe, c'est du bio, ils vendent énormément de bio, des mecs qui font du Ouais, mais c'est des épiceries très très fines, c'est des marchés de niche, c'est sort de la petite trappe du tout-pied, machin, truc brossé, humé. Ouais, mais tu vois, c'est ça, c'est le endroit à Paris où peut-être il y a des producteurs qui viennent directement. Moi, je sais qu'il y a des producteurs de fromage, par exemple, ils viennent tous les matins, ou ils le font 3 fois par semaine. Ouais, c'est une bonne idée. C'est intéressant. C'est normal. Après, justement, le travail à faire en 2 semaines, c'est bien cerner tous les problèmes qui se posent, c'est de commencer à creuser. C'est pas possible, on ne l'a pas envoyé. On aimerait bien que faire un truc comme Airbnb, mais qu'on puisse louer à la journée et plus axé sur le côté louer un jardin et louer une piscine, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des piscines et qui partent par exemple un week-end ou un dimanche, juste un dimanche ils sont pas là. Et il y a des gens qui pourraient par exemple louer pour des enfants et avoir leur piscine à eux, louer juste la piscine et le jardin. Ouais. Surtout à Paris. Après le problème c'est que les gens qui ont des piscines ils sont chers. C'est normal. Mais le problème c'est que les gens qui ont une piscine ils ont déjà de l'argent, déjà beaucoup d'argent et ils n'ont pas besoin de. Je sais qu'à Airbnb il y en a beaucoup qui le font parce que comme ça leur donne un petit peu d'argent en plus. Que là les gens ils n'ont pas. Quel intérêt Quel intérêt voilà, quel intérêt il faut qu'on trouve l'intérêt qu'ils ont pour avoir. Quel intérêt qu'ils pourraient avoir. L'intérêt pour les gens. En termes de même, je pense quand on a sa piscine privée, on n'a peut-être pas de raison de faire c'est simplement international. Parce que après si, c'est pas obligatoirement une piscine, ça peut être un très beau jardin. Justement ils ont envie de nous montrer parce qu'ils ont un beau jardin. Ça pourrait être essayer de montrer ce qu'ils choisissent. Les gens ils aiment bien, ils sont fiers d'avoir un beau jardin, d'avoir passé du temps et. Je sais pas, ça aide un peu. Oui, c'est ce que je disais, le problème c'est qu'à Paris les gens qui ont une piscine, c'est jardin ou pas. Oui. Dans les petites villes, vous connaissez des systèmes comme ça? Enfin, des systèmes de location? Non. Il n'y a pas. Mais par exemple, moi là où j'étais avant, les piscines municipales, elles étaient pas forcément juste à côté, il fallait prendre la voiture, etc. Alors que dans le village où j'étais, il y avait des gens qui avaient des piscines privées et quand tu les louais pour l'après-midi, je suis sûre que ça va rentrer. Là, donc, c'est marchand, quoi. On devrait faire, le principe, ce serait une application un peu comme Airbnb qui sert d'intermédiaire.
Oui, oui, c'est vrai que pour des gens. Commission sur- C'est vrai qu'il y a des régions, à Paris, effectivement, ça un mètre carré coûte tellement cher, il peut y avoir que des gens très riches. Mais ailleurs, c'est vrai qu'ailleurs en province, ça peut être des gens que ça intéresse de louer. Ouais, et pouvoir avoir la piscine que pour soi avec ses enfants, ou tu reçois de la famille, je sais pas, t'as envie de Oui, oui, c'est c'est l'après-midi, il fait beau, les gens sont pas là, bah voilà. Ah, ouais, tout à fait. Au moins local. Même on disait aussi pour des repas de famille, des choses comme ça. Ça peut être sympa d'avoir voilà, des gens qui ont un appartement et qui veulent faire un repas de famille, un petit peu de pique-nique l'été. Sauf que au lieu d'aller à un parc à Boulogne où c'est plein de monde, pouvoir aller dans un endroit au calme. Oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est sûr. Oui, la Non, je vois bien la demande. C'est vrai que c'est l'offre qu'il faut travailler. Quoi. Je pense qu'il y a une demande. Oui, oui, Pour ça les c'est tarifs, sûr qu'il y aura juste, une demande. Si c'est pas Ça c'est sûr qu'il y aura une demande. Ouais, si, il y aura du mal. Faut avoir, Les gens seraient prêts à le faire. privatiser un lieu, comme on privatise un restaurant. Si on disait une plage, privatiser une plage, on peut le faire. Ouais. Pourquoi pas privatiser un jardin ou Un jardin, une piscine, tout à fait. Maintenant, il faut trouver des gens qui ont intérêt à le Voilà. louer, qui l'acceptent. Mais c'est vrai qu'en province, c'est peut-être plus facile. Ouais. Déjà, Après, on peut trouver des avantages aussi, faudrait trouver avec des marques, je sais pas, avec d'autres trucs, et trouver des partenariats et donner des avantages aux personnes à ceux qui offrent ça. Par exemple. Travailler avec des gens qui produisent l'entretien pour les piscines, par exemple. Ouais, avec une industrie ou des gens qui hésitent à investir dans des piscines, à leur dire que ça On recherche encore. Voilà. Ouais, c'est pour ça, C'est assez avec- chouette. travailler avec les gens qui travaillent dans les piscines, avec des choses comme ça. Ouais. Genre, Ouais, ça ouais. m'implique. Que ce soit un moyen de rentabiliser ça. Tu passes depuis chez Il vous. faut travailler un petit peu sur les coûts, voir combien ça. Parce que c'est vrai que la demande, elle existe à condition. Comment est-ce que. Qu'est-ce que ça va demander aussi comme nettoyage derrière les. Ouais. Quelles sont les contraintes pour surveiller la loue? Parce que j'imagine quand même qu'il soit propre et beau pour le Après- louer, et puis après qu'il le ramène dans c'est une les lame. mêmes conditions que Airbnb. Ouais, et puis après, et la notation. Et la notation. Il faut qu'on joue Oui. sur la notation, c'est que si tu veux pouvoir relouer une piscine, il faut que tu la laisses propre, et comme ça la personne a besoin d'une neuve ou la placard. Ouais. Et en gros, on peut jouer là-dessus, c'est ce côté bien. Ouais, ce qui sécurise la qui relation. sécurise, voilà. Tout à fait. Les gens, s'ils voient que la personne elle a déjà loué de notre endroit, c'est bien passé, bah, pas de problème. Ouais. C'est comme le Bacar en fait, c'est ça. Tu C'est peux vraiment même mettre une caution, c'est vraiment le principe. un système de caution. Ouais, un système de caution, mais moi je trouve la notation c'est déjà pas mal parce que les gens, s'ils ont envie de le refaire, par exemple, si ça leur plaît, donc ils ont tout intérêt à que ça se passe bien. Absolument. Le Bacar, j'ai pris le choix, je sais pas pourquoi, j'avais vu quelqu'un qui faisait n'importe quoi et qui faisait n'importe quoi parce qu'il a tout intérêt à pouvoir continuer son truc. Donc en gros, tu voudrais faire deux systèmes de notes. Un système de notes pour l'offre et un système de notes comme un bleu en fait. Les deux notes, le conducteur et les passagers. Comme un je sais pas. Ça peut être une bonne idée, parce que, Ouais, 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 ouais. c'est un peu c'est original. Là. Ouais, ouais, non, c'est une bonne idée. C'est vraiment, il y a une tendance qui il y a un retour, les gens ils veulent retourner dans la nature. C'est bien. Ouais, Les ouais. gens qui ont des apparts, ça leur manque, donc ils ont pas envie de se retrouver dans des parcs avec plein de gens. Donc, C'est important pour de l'instant, savoir. le sens c'est d'avoir besoin de restructurer vraiment des grosses villes, aller très loin et tout, dans des parcs. Je vais avoir du mal à les avoir, à moins le cas. Moi j'ai 43, je sais pas à quel âge vous savez. J'ai pas d'excuses. T'as l'appart à Massy, ouais. T'as quoi sur Paris? Moi j'ai une soirée, j'ai un peu kiffé une soirée. Tu vas venir à la Ouais, mais ils sont pas mal. Oui. Concernant en fait, les startups qui sortent actuellement, qui sont un peu sous forme de réseau communautaire, par exemple le Blablacar, par exemple
Ouais. Et en fait, ces réseaux-là, en fait, il ne peut pas y avoir vraiment de concurrence parce qu'en fait, plus le réseau est unique, enfin est seul, plus il y a de monde, plus il marche pour l'ensemble des utilisateurs. Du coup, la concurrence sur ces réseaux-là, en fait, elle est quasi impossible. Enfin, une fois que c'est installé, une fois que ça marche. Parce qu'une fois que le produit marche, parce que justement il y a du monde, plus il y a de monde, plus ça marche, plus c'est les effets de personne réseau. veut aller ailleurs. Donc c'est la quantité, enfin, c'est le propre C'est l'effet de consommateur réseau. qui fait la qualité pour les autres consommateurs. Exactement. Et du coup, Exactement, ce qu'on appelle l'effet de réseau. Tout à fait. C'est des industries en réseau. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au début, il a pu y en avoir plusieurs en concurrence. ouais. Et c'est celui qui a grossi le plus vite, en fait, qui a gagné, parce que du coup, dès qu'il y en a un qui grossit le plus vite, les autres, il va agréger les clients. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, mais il faut qu'il... Blablacar, en fait, lui-même, il a fait du covoiturage lui-même. C'est-à-dire qu'il a bien travaillé son produit. Il a bien regardé comment il fallait... Il a bien étudié comment il fallait configurer son système pour que les gens aient intérêt à covoiturer, pour que les gens aient intérêt à... etc. Donc, en fait, il a pas mal expérimenté lui-même. Pas mal. C'est pareil pour le coach surfing, enfin comment ça s'appelle là, quand on loue son appartement justement. Voilà, Airbnb. Il a longtemps travaillé pour voir qu'est-ce qu'il fallait pour que les gens acceptent de louer, pour bien configurer, pour que les gens. Donc il y a tout un travail sérieux pour pouvoir justement être celui vers lequel les clients vont vite aller, quoi. Oui. Parce que maintenant, ce qui est intéressant, c'est le système de notation pour la confiance. Ah oui, c'est fondamental. Et moi, je sais que ma petite sœur, elle prend des covoiturages en n'ayant pas peur sur qui c'est ça, c'est rajouté, ça, c'est bien. Et surtout, c'est le paiement sécurisé et être sûr que la personne ne va pas nous racketter. Alors qu'au tout début, il fallait payer en direct avec la personne avec du liquide, donc ça pouvait être compliqué, je pense, dans certains cas. Et le système de notation n'était pas. Ah oui, la notation n'était pas dès le début. Juste une plateforme de mise en relation. Et maintenant, il a réussi à déjà prendre des marges qu'il augmente tous les mois quasiment. C'est la com qui augmente comme ça. Avant, il prenait même pas 2-3%. Et maintenant, sur certains trajets, il a 20% de marge. Enfin, 20%, mais 10%. Et il y a toujours du monde. Ouais, c'est ça, 20% sur un trajet à 10 €, parfois on lui donne 2 €. Et je ne sais pas combien il y a de trajets générés chaque jour. Oui, c'est discuté d'ailleurs parfois. Il y a des débats sur l'intérêt de ce. Oui, oui, non, mais ça c'est normal. Au début, forcément, un produit, un service, il n'est pas parfait dès le début, quoi. Après, on voit les inconvénients. Et 6, 2, 8, 10. Il en manque une encore. Microsoft touchait une part de la marge. Bon, Pour ceux qui vendaient, tu vois, déjà ils se faisaient une marge quand ils vendaient le logiciel. Bien. Donc, on va prendre un petit exemple. Alors, les exemples, je les prends pour qu'ils vous parlent, parfois, même s'ils sont un peu anciens. Pour moi, ce n'est pas grave, parce que l'important, c'est que vous compreniez vite de quoi il s'agit et que vous compreniez le principe. C'est pour ça aussi que c'est souvent des exemples agroalimentaires, etc., parce que c'est plus facile à exprimer que si je vous parlais d'aéronautique, quoi. Donc là, c'est amusant parce que c'est l'entreprise Stéphal, comment elle est née et s'est développée. Parce que c'est une entreprise qui a connu une croissance assez exceptionnelle. Et on dit que sa stratégie, c'est une stratégie en lignée de produits. Il y a quelqu'un qui a fait une thèse, c'est un étudiant des mines qui a fait une thèse justement sur Stéphal. Et donc, au départ, c'était un pêcheur, un ingénieur pêcheur, et donc qui a découvert le polytétrafluoréthylène et qui s'est aperçu qu'on pouvait le faire adhérer à... Enfin, la molécule existait déjà, elle était utilisée à autre chose. Et il a déposé des brevets pour le mettre sur des ustensiles culinaires. Et au début, il met ça sur des ustensiles. Alors d'abord pour l'utiliser lui-même, puis ensuite il se dit je vais le breveter et puis je vais essayer. Alors au début, il pensait le faire vendre par les fabricants le faire vendre par les fabricants d'ustensiles ménagers. Mais ceux-là n'ont pas du tout vu l'intérêt. Donc il mettait donc un revêtement à base de polytétrafluoréthylène, Téflon c'est le nom commercial, sur des ustensiles ménagers. Et donc il pensait
vendre ça à des fabricants d'articles ménagers, mais il faut dire que c'était l'époque où on rétamait les poêles. Donc les vieilles poêles cabossées, il y avait des gens spécialisés pour taper dessus et les rendre plates, donc on gardait les ustensiles ménagers et qu'on se passait de génération en génération. Donc l'idée d'innovation dans ce domaine, les fabricants, ils n'y croyaient pas du tout, quoi, en fait. Ensuite, il y a eu tout de suite des craintes en disant mais ça va empoisonner, parce que là on est dans l'alimentaire, donc forcément dans l'alimentaire c'est sensible du point de vue de la toxicité, et il y a toujours eu des craintes que ça dégage des gaz toxiques. D'ailleurs le téflon, il l'a toujours amélioré en fait, mais il y a toujours eu des problèmes sur le téflon parce que ça se raye, ça s'abîme, donc bon, il a quand même eu l'accord donc il y a eu des études de fait sur la nocivité éventuelle. Il était obligé de faire des études pour prouver que ce n'était pas nocif, et il a eu l'accord de la répression des fraudes. Donc il a cherché à vendre sa licence, mais les fabricants d'appareils ménagers n'ont pas vu l'intérêt, et donc il s'est mis à fabriquer lui-même quelques poêles recouvertes de téflon. Donc voilà comment il accroche son téflon. Donc il faut attaquer d'abord le métal pour mettre sa couche de téflon. Alors d'abord, il fait du repoussage, c'est-à-dire que c'est des disques de tôle comme ça. Donc il faut planer la tôle, d'abord qu'elle soit bien plate, et puis ensuite on fait du couchage autour. Donc c'est une technologie qui vous permet uniquement de faire des choses rondes. Le repoussage vous permet uniquement de faire des ustensiles ronds. Et le revêtement, donc le téflon, il a des défauts. Alors là, il y a les différentes années et puis l'évolution de cette technologie. Donc tout le temps, il a amélioré, modifié les abats d'acide, amélioré le téflon en permanence. Ça, c'est des améliorations du téflon, différentes améliorations du téflon qu'il a fait. Rayonner les fronts de ses ustensiles, passer à l'émaillage des ustensiles pour pouvoir faire des ustensiles de différentes couleurs. Donc, il est passé à des moules, une gamme de moules. Donc tout ça, c'est différentes améliorations du téflon. Il est passé à l'inox aussi, il a fait de la sérigraphie. Donc acquérir toujours continuer le même téflon, mais développer de plus en plus. Et puis à un moment, il est passé à l'emboutissage. L'emboutissage, là, c'est une forme qui tombe sur la tôle et qui lui donne une forme. Donc ce qui permet enfin de faire des moules qui soient ronds, qui soient plus seulement ronds, mais qui soient ovales ou carrés. Donc il élargit ses compétences en moule. Et ensuite, il va passer aux appareils électriques. Jusque-là, il faisait juste des ustensiles. Donc il passe aux appareils électriques. Et donc, il est obligé de former tous ses commerciaux, d'ailleurs, parce que vendre des appareils électriques, c'est pas tout à fait pareil que de vendre des... Et dans les années 70, il va commencer à faire les appareils à faire de la cuisine, les appareils ce qu'il appelle la ligne des repas conviviaux. C'est-à-dire, on fait la cuisine sur la table. Donc, le premier, c'est les appareils électriques. Alors, le premier, d'ailleurs, a été un gros flop parce qu'en fait, il avait pris le quart de raclette. Il avait fait le système des appareils à raclette qu'il y a dans les restaurants de haute montagne. On a le quart de raclette et on le racle comme ça. Il a pu en vendre quelques-uns en Savoie, mais sinon, aucun consommateur ailleurs n'a voulu se trimballer avec son quart de raclette du marché. Donc, il a été obligé de le transformer en faisant les coupelles amovibles qu'on connaît maintenant. Ensuite, donc, il a décliné crêpes parties, super fondues, brochettes grillées. Donc, il a décliné tout ça. Vous voyez qu'une déclinaison extrêmement importante avec les wok maintenant, les pierrades, etc. Un échec quand même sur le croque-burger qui n'a pas bien marché. Mais donc, c'est ce qu'on appelle s'appuyer sur ses compétences et puis développer tout ce qu'on peut. En fait, lui, il a tout de suite pensé aux autres produits, développer, étendre sa gamme au maximum. Et donc, partir de ses compétences, aller en chercher de temps en temps des complémentaires, mais toujours approfondir, en fait. Il a toujours amélioré le téflon en permanence. Et en fait, c'est une entreprise qui, avec tout ça, a connu une croissance vraiment exceptionnelle. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a aussi très bien senti l'évolution des modes de vie, parce que les femmes ont toujours travaillé, mais jusqu'aux années 65, ce n'était pas du travail salarié, en fait. C'était les femmes travaillaient, les femmes des épouses d'agriculteurs, ou les épouses d'artisans, ou les épouses de commerçants, elles étaient à la caisse. Donc elles travaillaient, mais toujours en fait dans la famille.
Et à partir du moment où elles ont commencé à faire du travail salarié, bah là, le temps de passer à la cuisine, ça commence à être une contrainte forte. Et donc, en tout cas pour les week-ends, ce qu'il offre là, c'est aussi un moyen c'est aussi très séduisant pour toutes les femmes qui n'ont pas envie qui ont des enfants, qui sont obligés de cuisiner, mais qui ont envie aussi le week-end de ne pas y passer trop de temps. Donc c'est aussi une façon de faire de la cuisine de façon rapide. Et on peut dire que là, il s'est très bien adapté parce qu'il a fait un produit qui collait très bien à l'évolution des modes de vie, hein, à l'évolution des mentalités, des modes de vie, alors qu'avant, on passait son temps dans sa cuisine, face aux cuisinières, c'était normal, quoi. Ça faisait partie des normes même. Hein. C'était pas c'est faire autre chose, presque. Donc on voit qu'il a très bien utilisé. Et finalement, in fine, en 85, il s'est dit, bon, j'ai investi tout ce qui est cuisson, je fais des tas de choses dans la cuisson. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et il est passé au pesage domestique, donc il a fait d'abord des balances de cuisine, et puis ensuite du pesage des balances pour les êtres humains, des balances de salle de bain. Il a acheté un brevet qui était le plus avancé en matière de pesée, qui permettait une pesée extrêmement précise. Il a travaillé quand même 5 ans dessus, collaboration, et il est devenu le leader français puis européen du pesage domestique. Ouais. Et donc, in fine, il s'est fait racheter par Seb. Et en fait, moins peut-être, sûrement par son activité, mais surtout pour son modèle de savoir innover, quoi. Et d'ailleurs, du coup, Seb est devenu beaucoup plus innovateur parce qu'en fait, il a acheté cette filiale qui manifestement avait quelque chose de savoir développer des innovations. Et en fait, une grande partie, d'une part, c'est de savoir approfondir, être toujours le meilleur sur sa technologie de base, sur le cœur de son activité. La technologie correspond au cœur de son activité. Et c'est aussi d'être extrêmement attentif aux clients. Parce qu'en fait, les ingénieurs Seb n'hésitaient pas à faire des crêpes parties dans l'entreprise pour vérifier que le produit convient bien. Et puis, dès que les ventes baissent, il envoie ses ingénieurs dans les magasins, aller faire des dégustations, à discuter avec les gens, aller voir pourquoi on achète moins d'appareils à raclette. Donc, un rapport au client, au consommateur, toujours très, très attentif et aller assez loin dans la compréhension des usages. D'ailleurs, ces appareils sont très bien foutus du point de vue de l'usage familial. C'est toujours très bien pensé pour qu'on puisse pas, que les enfants ne se brûlent pas, etc. C'est bien pris. Plein d'aspects, de contraintes sont présents. Voilà, donc c'est pour vous montrer une stratégie aussi qui consiste à gérer les apprentissages, à la fois les apprentissages technologiques et les apprentissages rapport aux clients.